Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Et en studio avec nous, bonjour à vous Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-François Aquili. Vous êtes journaliste et vous dirigez les publications des contribuables associés et vous signez chez Hugo Doc un livre assez effrayant d'ailleurs. Non mais c'est un livre que je conseille de lire. Le livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite. Jean-Baptiste Léon, c'est c'est plus qu'une synthèse, parce que vous avez des pistes de réflexion et de constats, c'est important, mais aussi peut-être de solutions pour essayer de sortir du marasme. C'est la période pour acheter cet ouvrage qui est absolument incroyable, parce que c'est une somme, en fait. Vous nous faites peur un petit peu quand même. Alors on est plus à Halloween, mais c'est vrai qu'on aurait pu le sortir à ce moment-là. Alors, on le sort au moment du budget. Les discussions budgétaires, c'est peut-être un petit peu effrayant aussi, parce que on est peut-être presque tous un peu perdus, parce que c'est parti, ça part dans tous les sens. C'est éparpillé façon Pulse, comme disait Audiard. Oui. Il faut y retrouver ses petits dans ces discussions budgétaires qui sont assez compliquées. Et puis il y a beaucoup d'affichage politicien, il y a beaucoup d'annonces en fait aussi qui sont faites. Et au final, on ne sait même pas si ce budget sera voté ou pas. Ouais. Parce que finalement, nous sommes bombardés, nous aussi journalistes, mais tous les citoyens en général, d'amendements, de lois, de règlements, de normes, tous les jours. Plus personne n'y comprend rien avec ces histoires. On a l'impression qu'on va tous dans le mur. Est-ce qu'on va dans le mur? Est-ce que, le mammouth français, est-ce qu'il va être dégraissé là, dans les jours qui viennent? Ou alors on va encore empiler des nouveaux impôts? Je pense qu'on va encore empiler. On peut faire un truc, on prend exemple sur A.G. Wells et on prend Herbert George Wells. Et on emprunte sa machine à remonter le temps. Pourquoi on emprunte sa machine à remonter le temps? Parce qu'on va en arrière d'abord et on remonte 50 ans en arrière. On remonte par exemple en 1974. 1974, c'est l'année du dernier budget de l'État bénéficiaire. Voilà, depuis 50 ans, on aligne déficit sur déficit. Donc effectivement, on n'est pas bien du tout en termes de dépenses publiques. Et qui dit dépenses publiques dit impôt derrière et dit dette aussi pour financer ces déficits. C'est pour cela que Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, démarre son ouvrage sur la dette sociale à Giscard, en 1974. Vous êtes complètement raccord, c'est qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Dans votre exposé, le livre noir de l'argent public, il y a toutes sortes de choses. Vous avez les dérives locales, mais vous avez l'administration centrale tentaculaire, vous avez la dette abyssale. Qu'est-ce que vous nous dites en substance? Qu'est-ce que vous nous dites? Que ce sont des mauvais choix qui sont faits tous azimuts au niveau national et au niveau régional? Déjà, ce livre parle de l'argent des Français. Il parle de notre argent, de votre argent, à vous, auditeurs de Sud Radio, et explique ce qui est fait de cet argent. Alors effectivement, on est face à un gros machin, vous employez l'expression de mammouth tout à l'heure. Et force est de constater que les Français, je pense, sont fatigués de cette situation. Même certains parlent aujourd'hui de burn-out administratif, tant ils n'en peuvent plus de ces règlements et de ce matraquage à la fois normatif et fiscal qui vient d'en haut. Fatigués les Français. Tiens, Raphaël, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Jean-François, bonjour monsieur. Vous nous appelez de Cachan, vous pouvez dialoguer avec Jean-Baptiste Léon. Vous êtes fatigué, vous, de tout ça? Alors effectivement, je suis effectivement très fatigué depuis que je suis père de famille et confronté aux réalités fiscales d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Raphaël? Alors je suis agent public, je travaille dans une administration. Et effectivement, je partage l'avis sur laquelle l'ensemble de la population en a marre, en a ras-le-bol d'être matraqué fiscalement. Les dépenses publiques ne baissent jamais, et pour autant les avis d'imposition augmentent et en conséquence, le niveau de vie des personnes diminue. Et je fais partie on va dire, de la classe moyenne supérieure. Je n'ai pas l'impression d'être un privilégié aujourd'hui, puisque la taxe foncière que j'ai reçue il y a quelques semaines, c'était 2800 € d'impôt. Ça a une augmentation notable depuis l'année dernière pour un bien assez modeste. Voilà, donc du coup, on se demande, on paye, mais on reçoit rien et on est la vache
à l'aide de l'État, quoi. Raphaël, et là-dessus, Jean-Baptiste Léon va vous répondre. Hein. Je me permets de vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que c'est mal géré? Parce que dans le livre noir de l'argent public, il est question effectivement d'une absence de transparence. Vous me corrigez, Jean-Baptiste Léon, et d'une mauvaise gestion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Raphaël, tiens, là-dessus? Bonjour, Raphaël. Vous êtes agent public, c'est ça, vous? Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et Raphaël, qui est agent public, subit aussi ce matraquage fiscal. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des fonctionnaires, parce que ce livre ne se veut pas du tout un livre anti-fonctionnaire. Oui. Alors effectivement, on constate, je pense que, eu égard à ce qui se passe dans d'autres pays à l'étranger, il y a la fonction publique est obèse dans certains secteurs, mais nonobstant, force est de constater qu'il y a de très très bons agents publics en France qui font très très bien leur boulot. Le problème, c'est pas tant leur travail, certains d'ailleurs sont même sous-payés, c'est l'organisation. Il y en a dans tous les sens, il y a tellement de tuyaux dans tous les sens que souvent les agents publics pâtissent eux-mêmes des directives de l'État ou de leurs supérieurs. Raphaël, vous les voyez les solutions, vous, pour répondre à Jean-Baptiste Léon? Alors effectivement, certaines, en tout cas. Oui, il y a la guerre des égos. De toute façon, dans chaque structure administrative, chacun tire la couverture vers soi, sans s'occuper de l'intérêt général. Et effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont pétris de cette valeur suprême de servir la collectivité, et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à des supérieurs qui vont à l'inverse et qui cherchent plutôt à tirer la lumière vers eux et non vers celle de la collectivité. On est dans un état très jacobin, en fait, très hiérarchique, et je pense que justement, vous aviez quelqu'un du terrain tout à l'heure, un postier. Il faut beaucoup écouter les gens du terrain. Je pense qu'il y a une décorrélation entre vraiment cette haute administration publique et vraiment ceux qui font tourner la machine. Et je pense que beaucoup d'agents publics ne sont pas assez entendus. Ce qui manque aussi dans la fonction publique, il n'y a pas assez de rémunération, de récompense des méritants. On a tendance on récompense tout le monde, mais donc on récompense aussi un peu plus parfois les mauvais que les bons. Et il faudrait que la fonction publique ait ce génie-là aussi, comme ça peut exister dans le privé, de récompenser les meilleurs. Vous êtes d'accord avec ça, Raphaël ? Écoutez, tout à fait. L'agent public qui s'engage davantage que son voisin ne sera pas davantage récompensé que lui. Donc c'est un vrai problème de fond. Encore une question avec vous, Raphaël, et je vous libère. Vous avez le moral, parce que ce débat aujourd'hui nous impacte tous. Oui, alors comparativement à d'autres personnes, on ne peut pas dire que je suis malheureux, mais c'est vrai que le moral peut tout à fait être atteint dans un délai assez proche si les choses ne changent pas, tout à fait. Merci en tout cas, merci à vous Raphaël, agent public de votre métier, vous avez... je suis juriste pour être précis, voilà. Voilà. Avec une bonne connaissance des choses. Merci Raphaël, depuis Cachan, un témoignage important ce matin. Jean-Baptiste Léon, il y a dans votre livre l'aspect absence de contrôle, au fond dans toutes les décisions prises, beaucoup de dépenses ne sont pas contrôlées, ne sont pas documentées, et puis vous dites aussi qu'il n'y a pas de sanctions aussi. Oui. Alors, le contrôle, c'est intéressant, notamment, là, on sait que la Cour des comptes fait un super boulot, et la Cour des comptes contrôle les comptes de l'État, pour faire simple, contrôle les comptes de la Sécu. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de certification des comptes obligatoire des collectivités locales. Il y a une opération qui a été menée ces dernières années, où il y a eu 25 villes, dont la ville de Paris, volontaires, qui ont dit, oui, on va jouer le jeu avec la Cour des comptes, on va certifier nos comptes. Mais... donc ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de collectivités en France dont les comptes ne sont pas certifiés, ne sont pas fiabilisés, ne sont pas contrôlés par une cour supérieure, une instance supérieure. C'est assez problématique. Donc oui, effectivement, on manque de contrôle en règle générale en France sur les comptes ou sur autre chose. Oui. Vous donnez de nombreux exemples. Il y en a des dizaines et des dizaines dans ce livre noir de l'argent public. Quelques exemples pour nos auditeurs. Par exemple, c'est le logiciel Sirène de l'Éducation nationale. Oui, voilà, les sirènes, faut s'en méfier depuis l'Odyssée et le fameux Ulysse. Donc le nom déjà peut-être a pu porter malheur. Le Sirène, c'est le logiciel de gestion des carrières des professionnels de l'Éducation nationale, donc avancement, etc., mutation. Et ce logiciel a été lancé en 2007 et a vécu jusqu'en 2017, mais l'histoire n'est pas si vieille que ça. Pourquoi ? Donc il a coûté 400 millions d'euros. Et sur 10 ans de déploiement, seulement 18 000 agents ont été concernés, c'est-à-dire 2% seulement des personnels de l'Éducation nationale ont été intégrés à ce logiciel. 2%. Au final, il a coûté 400 millions d'euros. Et alors, il a fini par être remplacé. C'est Jean-Michel Blanquer qui a mis à terre ce logiciel pour en lancer un autre. Mais donc il a été lancé en 2007, nous sommes en
novembre 2025. Et donc c'est ce mois-ci que les tout derniers agents qui étaient dans ce logiciel créé il y a 18 ans et qui était dysfonctionnel vont être intégrés au nouveau système. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de retour sur expérience du logiciel en question? Il n'y a pas de suivi? Alors ce qui a été dit à l'époque, notamment par la ministre de l'époque et la Cour des comptes, c'est qu'il y avait très peu de gens pour piloter en fait ce logiciel en interne à l'Éducation nationale. Voilà. Donc et l'Éducation nationale a voulu se réemparer du projet, mais il était trop tard. On était dans le mur, quoi. Allez, nous restons avec vous, Jean-Baptiste Léon. Le livre noir de l'argent public est une somme pour essayer de comprendre ce qui nous contraint aujourd'hui, ce qui se passe avec ce débat budgétaire qui n'en finit pas de ne pas aboutir, parce qu'au fond, est-ce que la solution c'est de, une fois de plus, mettre un cran additionnel de fiscalité pour essayer de ne pas sombrer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Nous allons le voir avec vous dans un instant. La vérité en face, 0826 300 300, vous nous appelez. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Jean-Baptiste Léon, le livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite, chez Hugo Doc, un livre assez effrayant. C'est une somme sur tout ce qui dysfonctionne. Nous sommes en ligne également avec Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne. Bonjour à vous et bienvenue. Bienvenue Adrien Clouet. Il va revenir, vous inquiétez pas. Tiens, avec vous Jean-Baptiste Léon, il y a l'exemple de l'hôpital qui est souvent, avant de retrouver Adrien Clouet, qui est souvent cité, l'hôpital qui n'en finit pas de ne pas arriver à être, on va dire, optimisé. Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, il y a plusieurs constats à faire, il y a plusieurs dysfonctionnements, il y a des solutions aussi. Mais ce qui m'a paru le plus majeur dans le fonctionnement de l'hôpital et dans ce qui ne va pas, c'est sa surbureaucratisation. Voilà, dans l'hôpital français, il y a 34% des personnels qui sont des personnels non soignants. Par exemple, en Allemagne, c'est 25%. Dans les îles britanniques, c'est à peu près l'équivalent. Nous avons vraiment... Il y a eu des réformes, il y a une évolution de l'hôpital qui a été assez dingue ces 20-30 dernières années. On avait, je pense, en toute objectivité, il y a 20-30 ans, le meilleur système de santé au monde. Et notamment, on avait des hôpitaux exceptionnels. Mais il y a eu un grand basculement. Ce qui s'est passé, ce sont les gestionnaires qui ont pris la main sur l'hôpital. Ce ne sont plus les soignants, ce ne sont plus les médecins qui ont piloté l'hôpital. Et depuis, donc, on a assisté à une explosion bureaucratique où les médecins sont tenus, les infirmières sont tenus à faire des reportings incessants. Ils passent énormément de temps sur leur tableau Excel à faire de l'administratif. On a l'impression que ces réformes de l'hôpital, c'est quelque part, ce n'est plus ni le soigné ni le soignant qui en tire les bénéfices, mais c'est Microsoft et tous les tableurs Excel. Adrien Clouet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en ligne, vous êtes député La France Insoumise de Haute-Garonne et vous participez ardemment au débat budgétaire, j'imagine, en première ligne. Adrien Clouet, oui. Nous échangeons avec Jean-Baptiste Léon. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce qui a été dit précédemment avec ce livre noir de l'argent public. Adrien Clouet, est-ce que il y a un débat qui est très budgétaire, qui est très axé sur évidemment la fiscalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pistes à explorer qui relèvent, on va dire, de l'organisation des dépenses publiques, du contrôle, de l'optimisation du système? On peut toujours parler organisation. D'ailleurs, à l'instant, ce que disait votre invité sur le fonctionnement de l'hôpital, je pense qu'on peut se retrouver. Il y a beaucoup de soignantes et de soignants aujourd'hui qui se sentent dépossédés de leur travail, qui ont le sentiment de travailler effectivement pour remplir des tableurs Excel et des formulaires de gestion. Ça, on est d'accord. Maintenant, quelle est la réponse qu'on y apporte? C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, le gouvernement macroniste, la réponse qu'il apporte, c'est mettre des cabinets de conseil encore plus qui vont réorganiser le travail des soignants, mais sans jamais demander leur avis. Le sujet, c'est comment on intègre, comment on donne du pouvoir aux soignants aussi pour décider au quotidien. La démocratie, souvent, c'est une économie financière. Quand on laisse les gens effectuer leur travail comme eux, ils savent le faire, comme ils le sentent, comme ils l'expérimentent au quotidien, on économise beaucoup d'argent. Donc oui, c'est important. Après, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Le budget actuel, il retire 7 milliards d'euros à l'hôpital. Donc on peut donner tout le pouvoir qu'on veut aux soignants. Si on leur coupe le renouvellement du matériel, l'investissement, qu'on gèle leur salaire, on va évidemment les mettre dans la panade. Jean-Baptiste Léon, sur l'argument des cabinets de conseil, vous parlez plutôt d'une surbureaucratisation, une sorte de bureaucratie parallèle dans votre essai. De parallèle, et même pas parallèle, très hiérarchique, très hiérarchisé, qui tient les manettes et qui, c'est pour ça que je rejoins monsieur le député, qui n'écoute pas assez les hommes de terrain. Adrien Clouet, oui. Alors, oui, donc vous dites... C'est la bureaucratie. La bureaucratie fait un mal fou aux soignants au quotidien en France, oui. Vous êtes en désaccord là-dessus, Adrien Clouet,
Mais ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend ce qu'on met dans la bureaucratie. Bien sûr qu'on a besoin de personnel administratif et technique, mais je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Parce que les prises de rendez-vous, le fonctionnement au quotidien de l'hôpital, tout cela nécessite aussi un ensemble de professionnels qui ne sont pas que des soignantes et des soignants. Le vrai sujet, c'est lorsque on colonise le travail des soignantes et des soignants avec des activités de gestion bureaucratique qui sont, au final, se retrouvent à leur ponctionner 4, 5, 6 heures. Et on se retrouve avec un nombre de soignants égal qui a moins de temps disponible pour soigner les gens. Ça, évidemment, c'est un vrai problème. Maintenant, je pense que la résolution de cela, c'est rendre aux soignants le contrôle sur leur propre activité, leur propre travail. Moi, quelque chose m'avait beaucoup frappé au CHU de Toulouse, c'est des services où les gens me disaient, finalement, on était plus à l'aise à l'époque du Covid parce qu'on pouvait décider de l'organisation du travail au quotidien. On n'était pas piloté par des cabinets de conseil ou par une grande bureaucratie. Oui, Jean-Baptiste Léon, vous jouez acquiescer. Oui, tout à fait. On a même fait, pendant cette période Covid et après, on a fait ce constat, notamment avec les ARS, les agences régionales de santé, qui ont été complètement à côté de la plaque pendant la crise Covid. Dont certains disent il faudrait peut-être les supprimer, carrément. Ah oui, un nombre d'hommes politiques sont montés au créneau, parce que eux-mêmes, par exemple, il y a M. Barouin, maire de Troyes, qui a constaté au quotidien que la gestion des ARS chez lui était déplorable. Et les ARS, c'est typiquement cette couche de suradministration qu'on a rajoutée. Et on a vu pendant la crise de Covid, les préfets ont été beaucoup plus efficaces que les ARS en termes de logistique de soins, etc., pour trouver des masques et compagnie. Adrien Clouet, là-dessus, sur cet exemple précis, vous seriez pour cette forme de simplification administrative ? Ça dépend. Moi, j'ai pas d'attachement comme un totem aux ARS. En revanche, il faut quand même qu'on ait une instance dans chaque département, chaque région, qui s'occupe de répartir à l'échelle de la région les ressources, parce que sinon on crée en fait des grandes villes qui ont tout comme établissement de santé, et si on n'a pas des agents qui s'occupent en fait de répartir un peu l'offre de soins à l'échelle du département, on risque aussi d'en isoler d'autres. Après, est-ce que les ARS sont bien utilisées ? Non. Aujourd'hui, la consigne qu'elles ont, c'est faire des économies forcées sur le secteur de santé. Donc on paye des gens pour organiser le travail des autres et le rendre plus compliqué. Ça, évidemment, c'est pas acceptable. Jean-Baptiste Léon, dans votre livre, vous mettez en cause les grands corps, ce qu'on appelle la haute fonction publique, et j'ai relevé, vous mettez en cause ce que vous appelez des élites administratives qui protègent le système, qui empêchent les réformes. Vous parlez même de carriérisme, de pantouflage et autres. Ça, c'est un vrai frein à vos yeux ? Je pense que c'est un des freins essentiels justement de nos problèmes. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les élus et ce qu'ils font, ce que ne font pas les élus. Mais derrière, il faut savoir qu'un élu, il passe et l'administration reste. On a bien vu avec le ministère de l'Éducation nationale, on en est à 6 ministres en moins de 2 ans. Donc qui tient les manettes du ministère ? C'est pas Madame Borne il y a quelques années ou quelques mois, Monsieur Attal ou l'actuel titulaire du poste, qui lui-même d'ailleurs vient de la haute administration de l'Éducation nationale. Peut-être qu'il arrivera à mieux s'en tirer. Mais on sait que ce ministère-là, en particulier de l'Éducation nationale, a tendance à fonctionner en roue libre et on a des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions sans en référer à leur ministre. Donc oui, il y a une haute administration qui pour moi sont sans doute cette haute administration et sont les réels maîtres du pays et non pas les élus. Vous partagez ce point de vue, Adrien Clouet. Je rappelle qu'en France il n'y a pas de spoil system. La haute administration reste en place quels que soient les pouvoirs qui se succèdent. Moi, je serais plus nuancé parce que je vois aussi beaucoup de ministres qui se cachent derrière la technostructure et qu'en fait, ça arrange très bien de laisser faire des hauts fonctionnaires qui ont les mêmes opinions qu'eux ou qui ont les mêmes idées et qui n'interviennent pas et peuvent ensuite dire c'est pas ma faute, j'ai rien fait. En revanche, là où on voit effectivement un affrontement très fort, notamment dans le secteur de la santé publique, puisque c'est un des exemples qu'on prenait, c'est entre cette haute fonction publique et parfois le monde syndical. Regardez les deux exemples concrets là aujourd'hui. Les urgences du CHU de Toulouse qui ne fonctionnent plus, ou le CHU de Caen qui n'arrivent plus à recruter d'internes. Bon, ce sont des sujets sur lesquels les syndicats dans les établissements médicaux tirent la sonnette d'alarme depuis des mois et des mois. Simplement, personne n'écoute, personne ne répond. Vous avez les salariés à la base qui savent très bien quels sont les problèmes et qui ont plein d'idées pour les résoudre, et ils n'ont aucun moyen de prendre le contrôle sur leur travail. Tout dernier mot avec vous, Adrien Clouet. Rapidement, il va être bouclé ce budget. On va où là ? En l'état, la Macronie fait tout. Non, pas du tout, mais parce que la Macronie n'a pas envie de le boucler. Ils ont envie qu'on dépasse les délais légaux pour faire tout par ordonnance, c'est-à-dire se réunir à 5 dans un bureau et écrire le budget entre eux. Donc c'est pour ça qu'ils traînent, ils font perdre du temps. Hier, encore, la ministre passe une demi-heure à répondre au moindre amendement pour essayer de faire dérailler le temps. Nous, les Insoumis, on retire tous les jours des amendements pour gagner du temps et essayer d'arriver au bout. Mais clairement, on est à peu près les seuls à le vouloir.
Merci à vous, Adrien Clouet. Je rappelle, député de la France Insoumise de Haute-Garonne, d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Baptiste Léon, il est temps de conclure. Ça passe vite. Hein. Il y a une note d'espérance quand même dans votre oui, somme. Il y a des propositions de réforme que je laisserai aux auditeurs découvrir en lisant le livre. Mais je crois qu'un truc à dire important, c'est qu'il faut croire en nous. Il faut croire en nous, Français. On n'est pas une nation de pimpins. On est un grand pays et on a des capacités, notamment des capacités créatrices exceptionnelles. Et on voit aujourd'hui, il y a une nouvelle émergence d'une certaine nouvelle tech, une nouvelle française. Oui. Il y a un génie français. Et puis, terminer sur une dernière note d'espoir, il y a quelque chose qui a super bien marché ces dernières années, qu'on connaît tous, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, personne n'y croyait. On a réussi à la remettre debout en moins de 5 ans. Ça a été exceptionnel. Pourquoi ça a marché? Parce que justement, on a créé une gouvernance unique avec un homme à poigne à la tête de cette organisation. On a libéré cette organisation de tous les carcans administratifs et normatifs et on a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel en un temps record. Il faut appliquer la méthode un peu partout, c'est ce que vous nous dites ce matin. Il faut un plan Notre-Dame pour l'ensemble du pays. Jean-Baptiste Léon, des contribuables associés, vous êtes journaliste. Le livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite chez Hugo Doc. Je vous conseille la lecture de cette somme, j'insiste sur le mot, parce que j'ai tout compris en lisant ça et je vous assure que ça va m'aider pour les autres éditions de La Vérité en face, que le budget ça devient de plus en plus compliqué. Merci à vous Jean-Baptiste Léon. Merci beaucoup. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour, oui en effet c'est très compliqué le budget. Mettez-vous d'accord. Et on a un petit peu de mal encore une fois à comprendre cette avalanche de taxes et de restrictions qui s'abattent sur les Français, en particulier le gouvernement hier qui a annoncé qu'il voulait rogner sur la prime de Noël. Fini la politique du chèque. Donc on en est à... Pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, absolument, mais des gens qui sont au RSA, pour la grande majorité d'entre eux. La fin de la buvette à l'Assemblée nationale, normal, pas normal. Nous, on n'a pas de buvette, hein, Sud Radio. Non, même pas dans le tiroir. Non, qu'en pensez-vous? On va s'interroger sur ce phénomène. Bardella, Zemmour, Villiers en tête des ventes de livres, les meilleures ventes de livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis Emmanuel Macron qui dit on ne grandit pas un pays en attaquant ses champions. Bon. Paradoxe. À tout de suite. Donc on vous attend 0826 300 300. Très bonne émission. Merci.